Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous recevoir dans le Grand News. Dans l'actualité de ce vendredi, l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, a été reconnu coupable lors de son procès au pénal. Il était accusé notamment d'avoir dissimulé un paiement destiné à acheter le silence d'une ex-star de la pornographie. Ce vendredi, l'Américain a riposté en dénonçant un complot politique. Les autorités affirment avoir repris le contrôle des zones de blocage à Nouméa aujourd'hui. En Nouvelle-Calédonie, les nombreux habitants ébranlés par les émeutes ont pris la décision de partir et de quitter le pays. Nous les rencontrerons au cours de ce journal. En Russie, dans une zone frontalière avec l'Ukraine, la population commence à craindre les bombes ukrainiennes. Nous partirons notamment à la frontière ukrainienne. Et le printemps pluvieux n'est pas une bonne nouvelle pour les restaurateurs qui ont moins de clients en terrasse. Le chiffre d'affaires de certains établissements a même été divisé par 2 par rapport à un mois de mai normal. Voilà pour les grandes lignes ce soir. C'est l'information de la journée. Donald Trump, l'ancien président américain, contre-attaque devant les médias suite à sa condamnation pour 34 chefs d'inculpation. Aussitôt condamné pour avoir acheté le silence d'une ex-star de la pornographie, l'ancien président dénonce un complot politique. S'ils peuvent me faire cela, ils peuvent s'en prendre à n'importe qui. Ce sont de mauvaises personnes. C'est une escroquerie, un procès truqué, a donc déclaré Donald Trump, qui a été reconnu coupable pour fascination de conque pour un versement d'une actrice pornographie, Stormy Daniels. Il aurait eu une liaison avec elle, notamment. Les 12 jurés ont tranché à l'unanimité à la sortie du tribunal. Le millionnaire clame encore son innocence, comme nous l'explique Carole Gutin. Le visage fermé, mais déterminé, Donald Trump contre-attaque devant les médias suite à sa condamnation pour 34 chefs d'inculpation. S'ils peuvent me faire cela, ils peuvent s'en prendre à n'importe qui. Ce sont de mauvaises personnes. C'est une escroquerie, un procès truqué. Donald Trump a été reconnu coupable de falsification de comptes pour cacher des versements à une ancienne actrice pornographique, Stormy Daniels. Il aurait eu une liaison avec elle. Après 2 jours de délibération, les 12 jurés ont tranché à l'unanimité, coupable des 34 chefs d'inculpation. Une première pour un ancien président. Pourtant, à la sortie du tribunal hier, le millionnaire clame son innocence. Je n'ai rien fait de mal. Je suis un homme très innocent. Le vrai verdict aura lieu pour l'élection de novembre par le peuple. Un verdict qui a ébranlé le pays et qui divise aujourd'hui profondément les Américains. Entre d'un côté ceux qui sont soulagés de voir la justice s'appliquer. C'est jubilatoire. Ça a mis du temps à venir. Je suis ravie, mais j'ai peur que ça ne suffise pas à l'arrêter. Et de l'autre, les partisans de Donald Trump qui crient à la chasse aux sorcières. Le procès était frauduleux, mais je pense que ça va l'aider à obtenir plus de votes. Moi, je voterai pour Trump, encore plus qu'avant. Parce que ce que font les démocrates et Joe Biden à notre pays, c'est une honte. Joe Biden, lui, a sobrement réagi en rappelant sa confiance dans le système judiciaire américain. C'est dangereux, c'est irresponsable pour quelqu'un de dire que le procès est truqué, juste parce qu'il n'aime pas le verdict. Côté républicain, on fait bloc derrière le candidat à la présidentielle et on dénonce une instrumentalisation de la justice. L'ancien président américain connaîtra sa sentence pour les 34 chefs d'inculpation le 11 juillet. Il a déjà prévu de faire appel. L'inventaire de 12 ans de vie, une famille vivant en Nouvelle-Calédonie a pris la décision rapide de déménager. Comment notre enfant va grandir dans ce climat, s'interroge la mère de famille. Le couple reconnu néanmoins de souffrir de ce départ précipité pour s'installer en métropole. Cette famille va devoir dépenser toutes ses économies selon un commercial d'une entreprise de déménagement. De nombreuses personnes souhaitent partir de Nouvelle-Calédonie. Laurent Lacroix a rencontré ses habitants qui ont donc décidé de partir du pays. Alors j'étais en table en verre, table basse, verre. C'est l'inventaire de 12 ans de vie. Les 2 poufs, la lampe aussi. Hein. Les déménageurs sont déjà là, car pour cette famille, la Nouvelle-Calédonie, c'est bel et bien fini. 6 chaises, pardon. 6 chaises. Une décision précipitée, qu'ils n'ont pas encore eu le temps d'annoncer, c'est pour cela qu'ils témoignent à visage masqué. C'est pas possible, comment notre enfant peut aller grandir dans ce climat-là?
Et en fait, c'est là qu'on s'est dit clairement, on ne peut plus rester. En tout cas, ça fait mal au cœur de partir de la Nouvelle-Calédonie. C'est notre vie ici, quoi, concrètement. Repartir de zéro en métropole. Pour ces salariés, cela va leur coûter toutes leurs économies. C'est le volume qui fait le tarif. Hein, donc, mais ils sont sûrs de leur choix et ce ne sont pas les seuls. Ça n'arrête pas, le téléphone n'arrête pas de sonner, ça n'arrête pas d'appeler, des messages. Donc voilà, venez vite et déménagez-moi au plus vite. Combien sont-ils à vouloir quitter la Nouvelle-Calédonie? Impossible de le savoir pour l'instant. La violence a diminué, mais elle subsiste par endroits. Surtout, la peur reste ancrée. C'est ce qui a décidé cette infirmière. Arrivée il y a quelques mois, elle vient de poser sa démission et a déjà pris son billet d'avion, à contre-cœur. J'ai eu quelques soucis en fait, au début des émeutes. Je me suis fait agresser sur la route en venant à la clinique et du coup j'ai commencé à avoir peur. On ne se sent plus en sécurité ici. Moi personnellement, j'angoisse à l'idée de prendre la route le matin pour venir au travail, de rentrer avant le couvre-feu, parce que c'est vrai qu'on est interpellé au barrage. Dans cette clinique, on commence à faire les comptes. 3, 4... 4 démissions. 4 infirmières de moins sur les 22 du service de cancérologie. On sait que déjà on tire beaucoup sur la corde de par la discipline, mais alors en plus si on en enlève le manque de personnel, c'est vraiment risque d'erreur, risque d'inconfort aux patients. On accompagne beaucoup de patients en fin de vie, beaucoup de patients dans des douleurs très aiguës. Un nouveau coup dur car la Nouvelle-Calédonie manque chroniquement de personnel soignant. Attirer de nouvelles recrues sera plus difficile car l'image de l'île est écornée. Ces départs viennent aggraver un mouvement amorcé depuis le milieu des années 2010 avec plus de personnes qui quittent la Nouvelle-Calédonie que d'arrivées. Une mauvaise nouvelle de plus pour l'économie et le dynamisme de l'île. Drapeau blanc au rétroviseur et caducée en évidence. Une infirmière libérale fait sa tournée dans les quartiers les plus chauds et les plus touchés par les émeutes à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Des dizaines de bâtiments ont brûlé, y compris les cabinets médicaux ou encore des pharmacies. Son parcours des chicanes l'empêche parfois d'avancer si elle peut retourner voir un peu ses clients, ses patients. Certains ont souffert de son absence durant les 10 jours d'émeute. Notre envoyé spécial Laurent Lacroix est sur place en Nouvelle-Calédonie. Drapeau blanc au rétroviseur et caducée en évidence. Cette infirmière libérale fait sa tournée dans les quartiers les plus touchés par les émeutes. Des dizaines de bâtiments y ont brûlé. Les cabinets médicaux avec lesquels je travaille, la pharmacie avec laquelle je travaille aussi. J'ai pleuré, ça me fait mal au cœur et surtout pour les patients. Partout sur son parcours, des chicanes à franchir. Yop là! Tout doucement, ça passe. Depuis peu, elle ose retourner chez cette patiente. Ok, allez, on y va. Mais les dégâts sont là. Pendant 10 jours, cette femme n'a pas pu recevoir son alimentation par sonde. Elle a perdu du poids. 37. Oui, j'étais fatiguée. Et Émilie Sochaki ne s'arrête pas aux soins car beaucoup hésitent encore à circuler ici. Là, j'apporte de l'insuline à un patient parce qu'il en a plus et que la pharmacie a brûlé. Une tournée qu'elle a concentrée sur les matinées car le soir, elle juge que c'est trop risqué. J'ai appris à lui faire pour que le soir, quand je lui téléphone, il puisse se le faire tout seul. On veut plus sortir, quoi. On préfère se mettre en sécurité, surtout dans ces quartiers-là. On préfère pas y aller en après-midi. Là, il y a un barrage de forces de l'ordre. Les gendarmes ont repris le contrôle de certains axes, mais pas tous. Et la peur et la méfiance se sont installées chez tout le monde. J'y vais pas. J'y vais pas parce que les forces de l'ordre sont trop loin. Et que je sais qu'il n'y en a pas dans le quartier. Seuls, nous retournons interroger ceux qui tiennent ce barrage. Tant que nous, on n'a pas la ferme garantie qu'il n'y aura plus de morts, qu'il n'y aura plus d'affrontements et tout, on ne lèvera pas nos barrages. On était avec une soignante, on est arrivé au barrage, elle a dit « Ah non, moi ça me fait trop peur, j'ose pas passer. » Je comprends parfaitement, il n'y a pas qu'elle qui a peur, nous aussi on a peur, pour nos familles. Barrage indépendantiste ou de voisins, à Nouméa, les barricades se comptent encore par dizaines. À proximité de la frontière avec l'Ukraine côté russe, le poste frontalier est donc fermé au-dessus des arbres. Les équipes de France Télévisions filment une fumée blanche qui s'élève au loin au-dessus des arbres.
Elle émane des combats sur le territoire ukrainien. Dans la petite ville voisine, des bruits de tirs sont omniprésents depuis l'offensive russe lancée à la frontière en direction de Kharkiv. Les frappes se multiplient, un projectile est même tombé sur un immeuble russe et de nombreuses vitres ont été soufflées. Anne Poncinet. Nous circulons ici côté russe. Le poste frontière avec l'Ukraine est là, devant nous, fermé. Au-dessus des arbres, la fumée des combats côté ukrainien. Et dans la petite ville voisine, le bruit des tirs omniprésent. C'est comme ça qu'on vit. Ce qu'on entend là, ce sont des départs de tir. C'est pas dirigé vers nous. Mais depuis l'offensive russe lancée à la frontière en direction de Kharkiv, les frappes sont plus fréquentes ici. Dans ce quartier de Chebekino, il y a quelques jours, un projectile est tombé dans l'immeuble de Constantin. Ça a cassé toutes les vitres. Comme dans beaucoup d'appartements de la ville, les vitriers sont à l'œuvre. Sur la ligne de front, les soldats en prennent plein la figure. Et le reste, ça va sur la ville et les civils. Juste après l'explosion, ce jour-là, les habitants de l'immeuble ont filmé cette vidéo. On y voit Constantin porter assistance à sa voisine. Et une femme blessée. Valentina avait 77 ans. Elle n'a pas survécu. Et c'est sur fond de bruit de canon que sa famille et ses voisins se rendent à ses obsèques dans l'église du quartier. À Belgorod, un peu plus loin de la frontière, le ciel est scruté avec inquiétude. Ces civils font partie de la défense territoriale. Un drone vient d'être abattu, ils en ont repéré un deuxième et le signal. Un drone se dirige vers le centre-ville. À tous, regardez le ciel. À certains endroits, on a installé des panneaux pour dire aux gens de regarder le ciel à cause des risques de drones. Et qu'est-ce qui vole là? C'est un missile anti-drone. Officiellement, c'est justement pour protéger les villes de l'ouest de la Russie, comme ici Belgorod, que cette offensive a été lancée par les forces russes dans la région de Kharkiv il y a une quinzaine de jours, pour créer ce que Vladimir Poutine appelle une zone de sécurité. Et puis pour défendre Kharkiv en Ukraine, Kiev pourrait frapper le sol russe avec des armes occidentales. La permission a été accordée par Joe Biden. Le président a donné pour mission à son équipe de faire en sorte que l'Ukraine puisse utiliser les armes américaines afin de contre-attaquer dans la région de Kharkiv de manière à riposter lorsque les forces russes les attaquent ou se préparent à les attaquer, a déclaré un haut responsable américain. Un reportage de Marie Delpech sur place. Permission accordée par Joe Biden pour défendre Kharkiv. Kiev pourra frapper le sol russe avec des armes occidentales. Le président a donné pour mission à son équipe de faire en sorte que l'Ukraine puisse utiliser les armes américaines afin de contre-attaquer dans la région de Kharkiv de manière à riposter lorsque les forces russes les attaquent ou se préparent à les attaquer. Les États-Unis conditionnent en revanche l'utilisation des ATACMS, ces missiles de longue portée pouvant atteindre 300 km. Pas question, affirme-t-il, de frapper en profondeur sur le territoire russe. Ces derniers jours, certains alliés occidentaux se sont montrés favorables à la levée des restrictions d'armes, à l'instar du secrétaire général de l'OTAN ou d'Emmanuel Macron. Donc nous, on reste exactement dans le même cadre. On pense qu'on doit leur permettre de neutraliser les sites militaires d'où sont tirés les missiles, et au fond les sites militaires depuis lesquels l'Ukraine est agressée. Mais on ne doit pas permettre de toucher d'autres cibles en Russie. Vladimir Poutine met en garde l'usage d'armes occidentales contre le territoire russe, notamment de ces missiles longue portée, aurait des conséquences graves. Toujours le même rituel après chaque averse, nettoyer les tames et les sécher, surtout plusieurs fois par jour. Avec la pluie, on n'est pas gâté malheureusement, on travaille un peu moins, confie un serveur parisien.
Seuls quelques clients sont en terrasse déterminés à prendre l'air. Résultat, le chiffre d'affaires du restaurant a été divisé par 2 par rapport à un mois de mai normal. À Lyon, dans le Rhône par exemple, les terrasses éphémères avaient été autorisées dès le mois de mars. Cela fait des semaines que les habitants attendent d'en profiter avec impatience. Alors cette fois, elles ont tenté le coup malgré le ciel menaçant. Antoine Joly et Anne Delcourt les a rencontrés en terrasse. Toujours le même rituel après chaque averse. Nettoyer les tables, les sécher surtout plusieurs fois par jour. Ah, effectivement, c'est très compliqué. Malheureusement, on n'est pas gâtés et par conséquent, on travaille un peu moins. Rien à voir avec un soir de mai des autres années. En terrasse, quelques clients à peine, des résistantes, disent-elles, déterminées à prendre l'air. Bah là, j'ai mis la grosse écharpe d'hiver, mais on est couvert, quoi. J'ai choisi de mettre dehors, mais je vais peut-être changer d'avis parce qu'il fait un peu froid. Ouais. Résultat, un chiffre d'affaires en baisse de moitié par rapport à un mois de mai normal. Une déconvenue pour l'établissement. Et au niveau des effectifs, on appelle moins d'extras, on embauche moins, donc on tient, mais c'est compliqué. Et pas grand monde n'échappe au phénomène. Même plus au sud, Lyon avait pourtant vu les choses en grand cette année. Avec des terrasses éphémères autorisées dès le mois de mars, des semaines que ces Lyonnaises attendent d'en profiter, alors cette fois, elles tentent le coup malgré le ciel menaçant. Oui, c'est un peu entre deux, mais après, on va pas non plus se priver d'aller en terrasse pour autant. On a toujours des solutions de repli. Reste positif. Quelques minutes plus tard, repli immédiat. Les terrasses sont aussitôt désertées, un peu démoralisant pour les hôteliers qui ont déboursé entre 1 500 et 2 000 euros pour installer leur terrasse sur ces emplacements. Bah oui, avec les terrasses, on perd de l'argent. Je crois qu'on n'a même pas eu quelques semaines de beau temps. Hein. 1 semaine, 2 semaines. On va voir après, mois de juillet, juin, juillet, si c'est bien, le temps. Enfin, on ne sait pas. Météo France prévoit pour l'heure une légère amélioration la semaine prochaine, mais la plupart des régions devront encore faire face à quelques averses. Il pensait profiter d'une sortie en mer, mais se retrouve encerclé puis pris d'assaut par des groupes d'orques. Depuis 4 ans, ces scènes se multiplient dans les détroits de Gibraltar. Les cétacés s'attaquent systématiquement à la partie émergée du gouvernail, de quoi avoir des sueurs froides parfois. Ces mauvaises rencontres ont toutes eu lieu dans la même zone. Il s'agirait en fait d'un simple jeu initié par 3 jeunes mâles en 2020. Sur certaines vidéos, les scientifiques ont remarqué que l'attaque était souvent réalisée par une orque qui était accompagnée d'une autre orque qui se contentait finalement de regarder comme pour s'amuser. Reportage rencontre découverte signé Marie Martel et toute son équipe. Ils pensaient profiter d'une sortie en mer, mais se retrouvent encerclés. Oh là 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 là. Puis pris d'assaut par des groupes d'orques. Et là, il mord le safran, lui. Depuis 4 ans, ces scènes se multiplient dans le détroit de Gibraltar. Les cétacés s'attaquent systématiquement à la partie immergée du gouvernail, de quoi avoir des sueurs froides, comme le skipper Sébastien Destremaux l'an dernier. C'était vraiment violent comme choc. Ils s'en prenaient au safran, ils le prenaient entre leurs dents, là, ils le croquaient, ils secouaient le bateau, ils le faisaient tourner. C'est un gros bateau, un bateau de 15 mètres, 15 tonnes. Ils jouaient avec comme une coquille de noix, quoi. Ces mauvaises rencontres, 600 en 4 ans, ont toutes eu lieu ici, entre l'Espagne et le Maroc, au large du détroit de Gibraltar. Est-ce pour défendre leur territoire ou par pure agressivité? Rien de tout ça, c'est en fait un simple jeu initié par 3 jeunes mâles en 2020. Oui, il semblerait que les orques soient taquins. Donc vous avez 2 individus, il y en a un qui s'approche et qui délicatement va pousser le gouvernail pendant que le deuxième regarde. C'est un exemple extrêmement parlant parce qu'on voit bien sur cette image qu'il y a celui qui agit et il y a celui qui regarde. Et ça explique aussi comment ce comportement s'est propagé au sein de cette population. En cas de rencontre, les scientifiques conseillent de ne pas s'arrêter et continuer sa route, ou encore d'installer un petit cône pointu sur le gouvernail. Les navigateurs sont aussi invités à changer d'itinéraire,
mieux vaut longer les côtes. Grâce à cette alternative, le nombre d'incidents a baissé de 70% en un an. Les orques vont peut-être devoir trouver un autre passe-temps. Et avant de complètement refermer ce journal, une information de dernière minute qui vient à l'instant de tomber. 1,4 tonnes de cocaïne a été saisie sur un navire de pêche au sud-est de la Martinique, ont indiqué ce vendredi les forces armées aux Antilles, la FAA, précisant qu'il s'agit de la 3e saisie en 3 semaines. Nous refermons donc le Grand News à double tour ce soir, puisque dès demain soir, le Grand News deviendra Week-end Info. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci d'être aussi nombreux depuis quelques mois maintenant. D'ici quelques instants, vous pourrez voir ou revoir le Grand News en intégralité sur la plateforme mondiale YouTube. D'ici là, permettez-moi de vous souhaiter une très belle soirée. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour de nouvelles informations dans Week-end Soir. Donc, à demain. Merci de votre fidélité. Très belle soirée.